Bien, je laisse la parole à la salle. Alors, je vois qu'il y a tout de suite une main qui se lève au premier rang. Le micro arrive, en espérant qu'il marchera mieux tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Donc, Catherine Gauthier, Université de Bordeaux. J'ai une question. Alors, Sébastien, tu as répondu à mes questions, mais partiellement. Mais c'est une question qui s'adresse donc à Sébastien, à Lucie également, à Romain. Parce que je m'interroge, voilà, vous avez tous parlé du recours en manquement, certains comme une solution, un outil efficace pour une solution au respect de l'état de droit, qu'il soit d'ailleurs formel ou substantiel. Moi, je me pose vraiment des questions parce que, alors là, je vous interroge un peu naïvement. Tu as répondu à ma question sur les magistrats hongrois. Parce que je me disais, très bien, il y a eu un recours en manquement, il y a eu un arrêt et c'était très judicieux de la part de la Commission européenne de poser la question comme ça, mais quid, quelle efficacité, quelle effectivité dans le respect pour le coup concret des droits fondamentaux? Est-ce qu'on réintègre ces magistrats qui avaient été mis d'office à la retraite? Qu'est-ce qu'on fait? Et visiblement, tu as répondu à la question. Je crois qu'il y avait eu un deuxième arrêt en 2012 contre la Hongrie aussi sur l'autorité de supervision de l'audiovisuel ou de la protection des données. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai pas suivi du tout, donc je voulais savoir si vous saviez l'un ou l'autre, enfin les uns ou les autres, si vous saviez ce qui s'était passé et si il y avait eu une effectivité. Est-ce que la Hongrie a remis en place une autorité et une autorité qui répondait parce que voilà aux critères énoncés. Donc voilà les questions que j'ai. Moi vraiment, j'exprime beaucoup de doutes. Moi aussi, j'explique aux étudiants que ça peut être un recours utile et que c'est un des outils qu'on a à disposition. Mais quelle effectivité en définitive? Et j'aimerais bien que vous répondiez à cette question, peut-être avec des arrêts plus et des exemples plus récents. Mais c'est vrai que j'émets beaucoup de doutes et du coup, on en sort un petit peu pessimiste de tout ça parce que j'ai l'impression que ce soit les mécanismes de garantie non juridictionnelle ou les mécanismes juridictionnels, on est un peu quand même à court de solutions. Alors les sanctions financières, ok, mais quelles sanctions? Enfin voilà, là aussi, je pense que les solutions ont quand même des limites procédurales pour le coup assez grandes. Merci. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres questions? On en prend peut-être 2 ou 3 et puis ensuite on passera la parole aux intervenants. Je crois qu'il y en avait une juste ici, toujours au premier rang. Et puis après, monsieur... Oui, donc... Ouais. Si, ça marche? Ah, pardon, parce que je m'entends pas. Donc, Benoît Schmaltz, l'Université de Toulouse, même si je suis doctorant ici. Enfin, docteur d'ici, doctorant, je ne sais plus. Je me pose la question autrement, et je pense que c'est une question qu'on ne se pose pas ou indirectement, et qui touche aux limites du droit par rapport aux politiques. À quel projet politique renvoie la question de l'état de droit? Et j'ai l'impression qu'en écoutant le colloque, on voit à peu près l'orientation du projet politique de ceux qui défendent l'état de droit et qui s'émeuvent des dérives de l'état de droit, mais je ne vois pas dans les institutions politiques européennes et de manière générale à quel projet politique renvoie l'état de droit, sinon l'état de droit comme une quasi-fin en soi, mais qui en réalité devrait correspondre à une espèce de consensualisme où tout le monde devrait être d'accord sur ce qu'est l'état de droit, son contenu, à quelle liberté il fait référence et dans quel ordre, sauf qu'en réalité, je pense qu'avec les mêmes libertés mises en avant, on peut avoir une cinquantaine de projets politiques différents, qui hiérarchiseront ces libertés d'une manière complètement différente, et avec des conséquences pour les individus. Et que si on dépolitise complètement la question de l'état de droit, on vide complètement de sa substance tous les moyens pour essayer de le faire respecter de manière que ce soit. Je me pose aussi la question de qui s'émeut des dérives autoritaires de ces pays-là. Est-ce que les milieux économiques fait l'état de droit en Pologne, en Hongrie? Est-ce que dans la Commission européenne, il y a d'autres commissaires européens qui soulèvent le problème? Je m'interroge aussi sur l'absence de dimension économique au niveau de l'Union européenne, de réaction aux dérives de ces États membres. L'Union européenne a pour objet de créer un marché concurrentiel non faussé, alors qu'il n'est pas
sauf erreur de ma part. Mais si c'est devenu la fin en soi, et si l'état de droit est une nécessité absolue à l'image même de l'Union, pourquoi les sanctions ne sont-elles pas prises au niveau de ce marché concurrentiel économique, et pourquoi, par exemple, les entreprises polonaises, les accès au marché des opérateurs économiques polonais ou hongrois ne sont-ils pas mis en cause? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de suspendre le principe de non-discrimination tiré de la nationalité, qui violerait? Est-ce que ce ne serait pas un moyen extrêmement efficace et qui rejoindrait d'ailleurs les moyens parfaitement efficaces qui ont marché dans le cas de l'Afrique du Sud? Ça n'a pas marché, mais en réalité, si, c'est l'ostracisme qui a conduit le président Kabila qui a changé complètement la politique d'apartheid. Donc là, voilà, enfin, on est d'accord. Donc, du coup, de ce point de vue-là, mais évidemment, sortir de l'ONU n'avait aucun impact, c'est purement symbolique, ça aurait fait plaisir à quelques éditorialistes, mais pas complètement. Donc cet aspect-là, et pour finir, il y a une politique qui n'est pas mise en parallèle, c'est la question de la sécession. Sécession volontaire de ces États ou sécession involontaire par l'exclusion. On ne pose pas la question de savoir pourquoi ces États ne se posent pas la question de sortir. À mon avis, la raison pour laquelle, c'est qu'ils savent pertinemment que si la politique de l'Union, c'est d'abord et avant tout le productivisme et la croissance, alors l'intérêt économique primera toujours sur l'intérêt. Par conséquent, ils peuvent bien être les régimes autoritaires. Ils laissent faire, ils laissent passer, on verra. Eric. Répondre à la question. Laquelle? Aux questions déjà, et puis Il n'y avait pas vraiment de questions. Bon, peut-être que je peux parler comme ça, mais on n'entendra pas, mais c'est pas plus mal. Je ne fais pas attention de répondre à ce que tu viens de dire, mais voilà. Juste plusieurs choses. Philippe n'est plus là, mais il a raison. Il ne faut pas tout donner au juge. Pas notre seul bouclier. Mais l'exemple qu'il a donné, moi j'espère, des commissions parlementaires pour l'Europe à l'Assemblée nationale du Sénat, c'est pas bon. Ça ne marche pas. Et ces commissions travaillent assez peu. Et notamment du Parlement français, lorsqu'on regarde les statistiques, ce sont la commission qui prend le moins d'avis, prend le moins de positions dans toute l'Union européenne. Même le Parlement polonais, par exemple, produit plus de textes en réaction aux normes européennes. Donc, bon, on peut considérer aussi que le Parlement français est d'accord avec la politique européenne. Je ne suis pas convaincu. Il va faire un tour dans ces commissions. Je crois qu'il n'y a pas grand monde. Autre point pour revenir sur ce qui a été dit, les reins constitutionnels qui sont allés porter la petite parole dans l'Europe de l'Est au lendemain pour imposer un modèle de démocratie libérale, la structure de l'État de droit, l'inscrire en arbre, etc. Eh oui, c'est un problème qu'on n'a pas évoqué directement ici. C'est qu'on a accéléré le processus d'élargissement. Et que la maturité démocratique et restatrice n'était peut-être pas, tout à fait garantie. Et on s'en rend compte. Mais la transition démocratique est un processus qui est extrêmement long et complexe. Et là, le retour de bâton, l'élargissement accéléré, que pour des raisons géopolitiques, on ne peut pas faire autrement, j'en suis convaincu. Mais en tout cas, au regard des valeurs et de l'état de préparation, peut-être qu'il y avait encore un sas ou une période de décantation à mettre en place. Enfin, oui, ce que je voulais dire, c'est que l'état de droit n'est pas une formule performative. Je ne vais pas dire qu'on a un état de droit pour l'être. Et c'est pas parce qu'on l'a inscrit au sommet des constitutions que était garantie. Après la question, je pense que je l'ai évoqué à peine dans mon introduction. C'est quoi le projet européen? Si le projet européen c'est le marché, l'état de droit on s'en fout. Si c'est Comme que les opérateurs économiques, tout à fait. Si ce n'est comme un instrument de réalisation du marché. Et alors là, on touche au cœur du problème. Au cœur du problème, lorsque l'on va envisager la
la dimension libérale au sens politique, mais aussi au sens économique. Les deux sont étroitement liés. Et en Allemagne, Rockefeller, qui va finir à la Cour constitutionnelle allemande, et qui était un professeur de droit constitutionnel qui a beaucoup travaillé sur la question de l'État de droit, s'était opposé à un certain nombre d'auteurs allemands qui faut que l'État de droit soit social. Hermann Heller, par exemple, a invoqué la mise en place d'un État de droit social, avec la protection haute. Mais c'est un non-sens. L'État de droit ne peut être que libéral. Il ne peut pas protéger les droits sociaux. C'est à l'encontre de sa raison d'être. Bien. Sur ce, est-ce que vous voulez peut-être répondre aux premières questions qui ont été posées et après on redonnera la parole à la salle puisqu'il y avait d'autres questions ensuite. Alors, il y a beaucoup de questions et parfois de non-questions, donc c'est encore plus compliqué de répondre. Peut-être commencer par la question sur l'efficacité du recours en manquement. Bon, alors, il y a un peu une espèce de course à l'échalote dans tout ça. C'est-à-dire que la Cour de justice, elle essaye de se muscler. Ce qu'elle essaye de construire pour essayer d'éviter que l'affaire hongroise de 2012 se recommence, c'est-à-dire on fait un manquement et puis après, il ne se passe pas grand-chose, c'est justement ce qu'elle essaye de faire avec ce qu'elle a fait avec l'affaire de la Bielowieża en disant, bon, si vous respectez pas mes ordonnances, je tape au portefeuille. Ce que la commission essaye de faire, et on va voir ce que la Cour de justice va faire en disant je demande non seulement de figer la procédure, de suspendre le droit tel qu'il est, mais de rétropédaler, d'accord ? Et on verra ce que la Cour de justice verra. Et ça éventuellement, ça pourrait être efficace, sauf que course à l'échalote, moi je crains la réaction. Et la réaction, je la devine. Je la vois venir gros comme une maison. Je vois la Pologne arriver avec de l'ultra-virès. En disant, ah oui, mais la Cour de justice, elle ne peut pas faire ça. Elle peut... Oui, à la République tchèque, c'était un peu compliqué parce que c'était une bisbille entre la juridiction administrative. C'était plus une bisbille interne en République tchèque. Mais... elle pourrait dire, ah bah oui, mais non, moi je considère que la Cour de justice, elle est allée au-delà de ses prérogatives et que donc, moi, les compétences que j'ai transférées à l'Union européenne ne valent que dans le cadre constitutionnel pour lequel j'ai consenti. J'ai pas du tout consenti à ce que la Cour de justice se donne des pouvoirs comme ça, donc moi j'accepte pas et j'oppose l'ultra-virès. Et c'est là que c'est quelque chose qui est vachement développé, qui est en train de se développer en doctrine. Il y a toute cette théorie du pluralisme constitutionnel qui s'est développée il y a quelques années en disant bon, voilà, maintenant il n'y a plus vraiment de souveraineté, il ne faut plus penser en termes de souveraineté, il faut penser en termes de superposition des sites d'autorité et sur un territoire donné qui est celui de l'État membre, il y a l'Union européenne et il y a le droit de l'Union européenne et puis il y a le droit national et donc on essaie de trouver des moyens etc. et on utilise l'identité constitutionnelle, patin coup fin. Bon, ce qu'on est en train d'observer, c'est que le pluralisme constitutionnel, l'identité constitutionnelle, l'ultra-virès et tout ça est en train d'être utilisé, est en train d'être instrumentalisé contre l'Union européenne dans une logique vraiment conflictuelle. Donc, voilà, tu me demandes si le recours en manquement va marcher, j'en sais rien, je ne veux pas prédire l'avenir, mais si je devais parier, si la Cour de justice suit la commission sur cette demande de mesures provisoires en rétropédalage, rétablissement du statu quo ante. Et si elle met par-dessus des sanctions financières, si je devais parier, je dirais la Pologne va sortir le joker ultra-virès et c'est fini. Mais là, la Pologne vient de nommer les 27 nouveaux juges. Ouais. Oui, mais c'est ça. Mais c'est justement pour ça que la Commission avait demandé un rétropédalage. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire, le rétropédalage. Ça veut dire, bon, les petits gars, vous avez nommé en urgence et parfois sans compétence juridique. Bon, ça, c'est une autre histoire. Vous nous les virez. Et oui, il faudrait revenir dessus. Il faut quand même bien se rendre compte de ce que ça représente. Oui. C'est ça. Donc voilà. Juste très rapidement, je vais peut-être rebondir juste par une boutade. Quel projet politique derrière l'État de droit ? Quel projet politique derrière l'Union européenne ? Moi, j'ai toujours eu l'impression que l'Union européenne, elle marche pour marcher. Donc, se demander l'État de droit, il a une valeur
il a une valeur fonctionnelle derrière. C'est quelque chose qui sous-tend. C'est quelque chose qui peut être utile pour sous-tendre l'espace de liberté, sécurité et de justice. Il y a un côté soft power aussi. C'est un côté, on n'a pas d'armée, mais on est gentil. Donc on promeut des valeurs qui sont jolies. Voilà, je dirais pas que dans l'approche, je ne parle pas en général qu'il y a le projet politique derrière l'état de droit en général. Dans l'Union européenne, je dirais pas qu'il y a un projet politique derrière l'état de droit. L'état de droit, c'est un instrument au service d'un mécanisme, d'une construction. C'est fonctionnel comme tout le reste. Et je m'arrête là parce que sinon je vais dépasser. Problème. Je voulais juste donner quelques pistes en réponse aux différentes questions qui ont été posées. Quelle effectivité pour le recours en manquement? Oui, mais effectivement, je crois que les institutions ne savent pas très bien comment faire face à la situation de remise en cause des valeurs de l'Union européenne et qu'effectivement, elles sondent un petit peu les moyens d'agir. Pour moi, le recours en manquement, il a un intérêt principal, c'est que c'est un acte contraignant, à la différence des résolutions, des recommandations, qui ne lient absolument pas juridiquement. Et il y a également la piste évoquée par Lorraine tout à l'heure du recours en manquement sur manquement, avec astreintes et contraintes financières si les réformes ne sont pas stoppées. Mais effectivement, on peut s'interroger sur l'effectivité de ce mécanisme pour freiner les volontés de tel gouvernement. Après, si on prend un tout petit peu de recul sur la situation de crise actuelle, je crois que voilà, il y a quand même cette question de l'ancrage démocratique de ces pays qui n'a peut-être pas été assez envisagée effectivement avant leur adhésion. La plupart des PECO n'avaient pas des démocraties bien installées depuis longtemps, en tout cas dans l'Union européenne, avant d'y adhérer. Et donc ça aide aussi à voir que peut-être il faut laisser un peu de temps, malheureusement, avec la situation critique, mais en France, cette démocratie a pris du temps. Et est-ce que c'est une démocratie à s'installer? Et dans ces pays-là, voilà, c'est pareil. Peut-être qu'il faut laisser un peu de temps pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que c'est les principes de la démocratie. Et sur la question de l'état de droit, c'est pas une finalité en soi. Là, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que c'est la finalité de l'intégration européenne? Pour moi, le problème principal de l'intégration européenne, c'est qu'on n'a pas de sentiment d'appartenance à cet espace politique. Il n'y a pas d'espace politique commun. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on veut créer ensemble? Ça, on ne sait pas. C'est pas défini. On avance effectivement, mais on ne sait pas trop où on va. Est-ce qu'on veut un espace politique fort dans lequel les citoyens puissent participer lorsqu'il y a des élections européennes, ils se sentent appartenir à un espace commun? Ou est-ce que c'est juste une supra-organisation au-dessus des États, mais on veut garder des autonomies en fait constitutionnelles fortes? Et c'est peut-être cette question-là à laquelle il faudrait répondre aussi. Alors juste, si je me donne la parole une demi-seconde, mais sur l'efficacité du recours en manquement, moi je pense que c'est à mettre en lien quand même avec l'aspect multimodal du contrôle de l'état de droit. Oui. C'est-à-dire que ce recours en manquement, lorsqu'il intervient, lorsque la Cour de justice va constater un manquement à l'état de droit en Pologne, il est bien évident que derrière, pour un État membre du Conseil, expliquer que non, il n'y a absolument pas de problème en Pologne, ça devient plus compliqué. Oui. Parce que ici, j'ai un juge indépendant qui l'a dit, c'est pas simplement la chancelière allemande ou le président français qui dit qu'il y a un problème. Donc c'est évidemment en tant que tel ça reste insuffisant, mais il n'empêche que ça participe d'une prise de conscience et ça oblige au moins des acteurs politiques que sont les États à se positionner par rapport à une position qui elle est une position juridictionnelle. Et ça je pense que c'est pas neutre. Oui. Oui. Je pense que la question des effets contraignants, c'est parce que je vais faire mon étudiant interniste. Il y a un arrêt de manquement sur manquement avec une condamnation, et si l'État ne paye pas. On voit les chars. Voilà, c'est ça. Alors moi, je dis, il n'y a pas une armée européenne avec cette casque au jeu, les militaires qui vont arriver. Bien sûr. Vous payez. Et ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas si on peut le soustraire des fonds structurels. Est-ce qu'on peut? En voilà, il n'y a pas de raison. C'est pas prévu, hein. Donc, je pense que l'effet contraignant, ce n'est pas la question. C'est plutôt l'agrégat des moyens qui va finir par contraindre un État à changer. Et la solution, elle est politique. Pas que Tout à fait. Le seul moyen juridique qu'on voit, il a été évoqué tout à l'heure, ça serait le marché intérieur. Parce que c'est l'économie. C'est plus diffus et ça contraindrait un État à changer sa position. Et après, on peut enchaîner. Rien. On voit l'exemple des prisonniers britanniques. Voilà quoi. Si un État ne veut pas, il ne se passe rien. Donc je pense que ça, c'est pas une vraie réponse. Bref, attention, il y a le cas pluriannuel. C'est-à-dire que c'est bien gentil de mais si la Hongrie n'a pas envie que ça se passe, il y a le budget. Donc moi je vois ça comme pareil, on a quand même le verrou de l'ennemi. Et les États vont dire, bon écoutez, faites ce que vous voulez. Donc alors, c'est problématique.
plein de doigts qui se lèvent. Alors, je vais juste donner la parole tout au fond parce qu'il y avait quelqu'un qui attendait depuis très longtemps pour poser une question. Et alors, par contre, il va falloir parler très très fort. Comment suspendre effectivement les subsides dans une non utilisés en fait et dont les instructions ne sont jamais réellement prononcées lors d'une sanction d'un État qui viole l'état de droit. Et puis aussi, par rapport à ce régime des fonds structurels européens, s'ils sont soumis à la majorité qualifiée, est-ce que cette modalité de vote serait suffisante en fait en réalité? Est-ce que ça ne créerait pas des coalitions d'États qui s'articulent autour d'enjeux politiques en fait? D'autres questions? Alors, peut-être on va prendre... Ouais, question, il y avait ici. Hélène Tourard après. Allez-y, je vous en prie. Pardon, excuse-moi. Non, après. Moi, j'ai pas des questions, mais des observations. Je ne vois pas que c'est un problème qu'il faut souligner l'action politique d'abord. N'oublions pas que l'Union européenne, pour manque de crédibilité et la crédibilité, on la mesure de l'efficacité du droit devant les citoyens. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et deuxièmement, je ne vois pas possible que le groupe de pays de l'Est européen, Hongrie, Pologne, et aussi l'Italie, car ça me concerne directement. Et moi, je suis la première que j'espère voir une action contre l'Italie. Attendre à voir si cette rencontre, comment ça marche l'état de droit, parce que ils sont rentrés avant à un acquis communautaire, inclut le respect. Donc, c'est ça. Merci. Je vous en prie. Alors, Hélène Tourard. Oui, merci de me redonner la parole. C'était juste évoquer, c'est la place des réactions internes dans ces États, des oppositions internes. Est-ce que c'est pas là aussi qu'on devrait agir? Parce qu'on a juste évoqué tout à l'heure les juges, mais les juges avec et même la société civile, parlementaire. Et donc peut-être que c'est là aussi qu'on pourrait peser un peu, enfin, que l'Union européenne ou les autres États, un peu de leur poids. Et puis alors juste pour revenir quand même sur les commissions parlementaires, commission européenne, au Parlement, et c'est que en France, elle ne fonctionne pas. Ah oui, c'est ça. La solution de Philippe était pas si mauvaise. Ah oui. On n'est pas forcément que de... Le focusing danois marche très bien. Et au Royaume-Uni. Enfin, au Royaume-Uni, ils font un super travail. Marie-Laure et... C'est le mot multimodal. Ça en essayant de donner du crédit au propos du professeur Blacher, en disant qu'une fois qu'il y a un recours en manquement, un manquement qui a été constaté, voire un manquement des pièces, non seulement au sein des pièces, à l'intérieur. Quand on voit la situation, c'est un peu difficile pour l'opposition de se positionner, mais il y a peut-être des états dans lesquels ça serait l'Italie, c'est délicat aussi, mais il faudrait que ça soit pas trop tard, parce que c'est Sébastien, c'est le fait accompli. Le problème, c'est que quand on est dans une situation où on a des États qui sont pleinement conscients de faire le droit, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Parce que du coup, l'opposition n'a plus la possibilité de s'exprimer, ils sont bloqués, les blocs sont éteints. Enfin, on peut imaginer qu'il y a des situations qui deviennent dramatiques, mais ça peut être un élément qui pourrait au sein des parlements, à condition que les parlements soient encore en capacité de s'opposer au pouvoir ou en volonté dans l'exécutif. Lorraine Blatière.
parce que ça n'a pas de sens de demander aux juges de vérifier si dans un cas particulier le gouvernement est intervenu, etc. C'est forcément systémique la protection de l'indépendance des juridictions. Mais il me semblait que ce que disait la Cour de justice dans cette année, c'était plus de vérifier quand même que les lois qui portent atteinte à l'indépendance des juridictions visent bien la juridiction être du litige en question. Et là, ça semble deux. Elle dit les deux. Je vais répondre plus longuement, puis aux autres questions qui ont été posées. Sur la question de monsieur là, qui est au fond de l'amphithéâtre, j'ai pas très bien compris la première partie de la question, c'est comment suspendre le... Dans une union qui jouait par rapport aux institutions qui peinent à se prononcer en faveur de sanctions par rapport à ces pas de droit qui jouaient. D'accord. Comment est-ce que l'accord politique sera fait sur la décision de stopper le versement des aides de l'Union européenne? Oui, je pense qu'effectivement, c'est une proposition qui est magnifique intellectuellement. En pratique et politiquement, certainement, au sein du Conseil, ce sera compliqué de décider une telle chose. Enfin, oui, tout le bloc de Visegrad s'opposera. Et voilà. Est-ce qu'on obtiendra une majorité qui permettra de décider cela? C'est pas certain, effectivement. Oui. Pour le professeur Platon, justement, c'est à laquelle tu vas répondre. Comment est-ce que tu expliques le passage de l'arrêt de février 2018 à l'arrêt juillet? Oui, c'est-à-dire ok. pourquoi ce changement? Tu as noté que le premier... Est-ce que c'est la confiance mutuelle, l'explication? Oui. Il y a autre chose. Je vais essayer de répondre à tout ça. Peut-être très rapidement, je vais juste faire rebondir sur les deux remarques qui ont été faites sur l'implication de la société civile. C'est vrai que ce serait un gros contresens de dire d'un côté il y a les gentils pays d'Europe occidentale qui sont tout à fait bien et respectueux de l'état de droit, et il y a ces barbares d'Europe de l'Est qui savent pas ce que c'est la démocratie, qui n'ont pas ouvert un dictionnaire pour savoir comment ça marche. Il faut quand même bien comprendre qu'il y a effectivement des forces. La société civile, il y a eu des manifestations. Enfin, faut quand même pas oublier que lorsque le gouvernement polonais a refusé de publier les arrêts de la Cour constitutionnelle, il y a eu une grosse manifestation devant le siège du gouvernement. Ils ont fait un truc assez rigolo. Ils ont diffusé, avec un projecteur. Ils ont diffusé les arrêts que le gouvernement avait refusé de publier sur les murs du gouvernement. Donc, alors, et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui pourrait être éventuellement intéressant, mais ça pose des problèmes de base juridique. J'ai vu ça circuler en off. Il y a une réflexion chez plusieurs députés européens. Ce serait de créer un espèce de fonds structurel qui pourrait aider les associations qui luttent pour les valeurs de l'Union, etc. Donc, le levier financier, encore une fois. Mais j'ai vu ça de façon très superficielle, je comprends que ça pose des problèmes de base juridique, bon, j'insiste pas. Sur ce que disait Lorraine. Alors, je vais essayer de vous citer très très vite la partie de l'arrêt. Donc, effectivement, il y a les deux choses dans le deuxième test. Dans l'arrêt Selmer, lui-même se subdivise en deux dans l'arrêt de la Cour et dit, d'un côté, il faut vérifier que les juridictions compétentes pour connaître de la personne en question sont affectées. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Et ensuite, il faut encore vérifier que... Alors, je vais vous citer ce que dit la Cour. Vous en déduirez ce que vous en déduirez. Eu égard à sa situation personnelle ainsi qu'à la nature de l'infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui sont à la base du mandat d'arrêt européen, la dite personne courra un risque réel de violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant. Débrouiller avec ça. Voilà. Et ensuite, oui, sur ta question, je pense que très clairement, oui, c'est la confiance mutuelle. Dans 2.13, la Cour de justice, on a tellement fait des caisses sur la confiance mutuelle, on ne rendait pas compte, la confiance mutuelle, c'est tellement important qu'on ne peut pas adhérer à la Cour européenne des droits de à la Convention européenne des droits de l'homme. Elle ne va pas dire maintenant, bon, bah, du coup, on fout tout par terre et allez, c'est pas grave, il n'y a plus de confiance mutuelle, la confiance mutuelle, elle est morte, on n'a plus confiance dans les juges polonais, donc c'est fini. Donc, je pense que le côté confiance mutuelle a fait qu'elle ne pouvait pas aller si loin. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans Selmer, l'article 19, il est cité, mais à peine. L'arrêt sur les juges portugais, il est cité, mais à peine.
C'est vraiment en passant, mais vraiment pour le coup en passant, alors qu'on aurait pu se dire que si elle avait vraiment exploité cet arrêt-là, mais elle voulait pas. Clairement, je pense qu'il y a la confiance mutuelle, c'est une pierre angulaire de l'espace de liberté, sécurité et de justice, et la Cour se dit, bon, effectivement, c'est pas bien ce qu'ils font, mais je vais pas foutre en l'air tout le système juste à cause de ça. Et donc elle essaye de trouver un mi-chemin en disant oui, mais, et du coup, d'où cette position un peu bizarre sur tribunal indépendant, mais il faut que la personne concernée elle-même, patati patata. Et en plus, on est face à un droit fondamental absolu, et donc dans ce cas-là, on doit faire une exception. Ah, oui. Et là, elle n'a pas par rapport à l'état de droit, là où elle cite l'affaire portugaise, pour dire oui, mais j'ai quand même bien dit que c'est essentiel, et donc dans ce cas, on admet une autre exception. Oui, elle l'a dit pour autre chose. Alors, j'en ai pas parlé non plus parce que j'avais. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est très, très intéressant dans le raisonnement de la Cour, où elle utilise l'article 19, et elle utilise beaucoup, je trouve que c'est intéressant, et je crois que ça n'a pas été beaucoup remarqué par la doctrine, la notion de noyau dur. Parce que, pourquoi c'est important? Effectivement, dans Ragnassi et Caldararo, elle dit, attention, c'est un droit absolu, intangible, machin, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas du droit à un recours effectif, du droit à un procès équitable, parce qu'on sait qu'il y a des exceptions, il y a des limitations possibles, etc. Sauf que la Cour dit, oui, mais attention, le droit à un tribunal indépendant, le droit d'avoir un tribunal indépendant, lui, ça fait partie du noyau dur absolu du droit à un recours équitable. Donc, à l'intérieur du droit à un procès équitable, qui lui-même est relatif, qui n'est pas absolu, elle identifie un bout qui est absolu, et ça lui permet d'appliquer Ragnassi et Caldararo par analogie, en disant, de même que dans Ragnassi et Caldararo, je protège un droit absolu qui est le droit de ne pas être torturé, là, j'applique un droit absolu, sauf que ce n'est pas le droit dans son ensemble, c'est le noyau du droit qui est le droit à un tribunal indépendant. Et ça, c'est une partie de ce droit qui, par ailleurs, est dérogeable, qui est indérogeable, et donc je peux faire... Et donc, du coup, elle utilise article 19 et son arrêt portugais, mais du coup, en début de son raisonnement, pour en déduire l'applicabilité de Ragnassi et Caldararo à ce cas-là. Mais après, elle ne va pas jusqu'au bout en disant, oui, mais dans ce cas-là, si le tribunal n'est pas indépendant, on n'a pas besoin on doit faire sauter le deuxième test à Ragnassi et Caldararo. C'est la première fois qu'elle la notion de... Tout à fait. C'est vrai. Ouais. Et ça, je pense que ça a été très peu remarqué. Et là, pour le coup, elle lui donne un vrai sens. La note de la vague. Et il y a aussi, si je ne me trompe pas, il y a l'article 7, c'est-à-dire que... Oui. Qui explique. Tout à fait. Elle dit, ce qui lui permet de revenir sur l'affirmation de Ragnassi, c'est de dire, dans les considérants de... Décision 4 sur le mandat européen, il y a une référence à l'article. En gros, on peut suspendre l'application du mandat européen qu'en cas d'activation de l'article. Donc là, elle va vachement loin d'ailleurs. Sur cette activation. Voilà. Et en fait, elle va vachement loin par rapport à l'article 7. Elle dit que on peut utiliser l'article 7 pour suspendre le mandat d'arrêt européen que si, dans la décision au titre de l'article 7, paragraphe 3, il y a une décision spécifique qui suspend, donc il faut que ce soit explicite. Oui, mais elle cite l'article 7 de façon un peu vague. Et j'avoue que je suis d'accord avec l'interprétation de la Cour de justice là-dessus, mais du coup ça va très loin. C'est-à-dire que non seulement il faut reconnaître une violation systémique, mais en plus il faut que, suite à ça, il y ait une décision spécifique sur la base de cette paragraphe 3 qui suspende explicitement le mandat d'arrêt européen. Malheureusement, je vais devoir interrompre encore un peu, mais je ne sais pas. Alors, moi, on m'a donné un timing, on m'a dit 18h, c'est fini, on nous met dehors. Je respecte mon office. Mais si le chef a décidé qu'on pouvait aller plus loin... Bon, j'ai visiblement bridé quelques élans. En tout état de cause, cela ne nous empêche pas d'en rediscuter dans un cadre moins formel à l'issue de ce colloque. Et nos travaux reprendront demain à 9h30, tout à fait. Je vous remercie. Un expert de la question et je me suis dit, oh là là, moi je vais parler de ça, c'est pas mon domaine de spécialité, comment je vais faire